Donc, retour sur la 15e conférence internationale sur le syndrome de charge aux États-Unis l'année dernière, en 2023. On n'entend pas? Plus près, comme ça? Voilà, 15e conférence internationale syndrome charge aux États-Unis en 2023. Donc, je me présente, je m'appelle Sophie Noël, et depuis la naissance de ma fille Émilie, je me suis extrêmement intéressée au syndrome charge. Et vous vous doutez que c'est un peu ma vie, puisque je n'ai qu'un enfant, voilà. Dès le début, donc 1991, on était un petit peu submergés par l'immensité des problèmes qu'il y avait à prendre en compte. Tous les jours, il y avait une nouvelle déficience qui se révélait, donc c'était tout à fait étonnant, quoi. Et donc, moi, j'ai essayé d'emmagasiner le plus d'informations possible et afin d'être acteur de l'évolution d'Émilie. Donc, c'était pas encore à la mode, mais bon, nous, on a tout de suite senti qu'il fallait bien qu'on s'intéresse à cette affaire. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai participé au plus de rééducation possible, accompagner au plus d'interventions médicales possibles, rester le plus possible dans le milieu où elle baignait. Et donc, il faut que je me mentionne à cet égard que j'ai rencontré des gens qui se sont équipés d'Émilie absolument formidables, dont certains sont encore ici présents, et que je les remercie fortement de leur implication. En même temps, j'ai joint plusieurs associations de parents et j'ai participé à de nombreuses conférences, donc 2 à Poitiers avec Émilie, 3 américaines, 1 allemande. Et finalement, j'ai un peu le virus de team, hein, voilà. Donc, j'ai vu beaucoup d'évolutions dans les techniques, les connaissances, les prises en charge, les lois. Et voilà, c'est une sorte de témoignage quand même. Donc ça, c'est ma vision de la conférence de la charge américaine. Juste un petit mot sur cette conférence. Elle est énorme, c'est quelque chose d'énorme. Ça a commencé en 1982 par un projet sourd-aveugle. Ensuite, en 88, il y a eu la rédaction d'un livret, Le syndrome charge pour les familles, qui a été édité à 1000 exemplaires aux États-Unis. Donc, ça a provoqué un engouement énorme, de telle sorte qu'en 1989, il y a eu une première newsletter qui a été publiée. En 1993, il y a eu la Charge Syndrome Foundation qui a été enregistrée en tant que telle, et on verra que c'est un petit peu plus, c'est l'étape au-dessus de simplement une association de parents. À l'époque, il y avait 250 personnes, dont 50 enfants charge, avec pour but de développer la sensibilisation, la dissémination des connaissances, la formation, la recherche, etc. Maintenant, cette fondation a 4 permanents, contre plus de 600 adhérents actifs, et fait une newsletter qui est envoyée tous les mois à plus de 4400 personnes dans tous les pays. Donc c'est quand même intéressant. En plus, ils ont un système de permanent membership, c'est-à-dire d'adhésion à vie. Donc ça permet à des gens comme moi qui n'y vont pas souvent, mais qui ne peuvent pas y aller à chaque fois, d'être membres et de participer un peu à cette formidable organisation. Alors, ils organisent une conférence internationale tous les 2 ans. Ils ont un programme de liaison entre parents parce que c'est très grand les États-Unis et que donc ils sont obligés de créer des sous-réseaux de façon à ce que les gens localement puissent s'unir et se rencontrer. Et ils ont une commission nationale consultative qui permet de donner des financements de projets de recherche scientifique et de projets de recherche clinique qui sont des projets incitatifs. C'est-à-dire que vous voyez les sommes affichées, ils donnent des petites sommes à des équipes de recherche et ces équipes-là, ensuite, peuvent ramasser des fonds beaucoup plus importants au niveau des organisations gouvernementales. Et ces projets permettent de faire des avancées de recherche qui sont absolument étonnants. Et ça sera Véronique qui va vous en parler un petit peu. Pour revenir à la conférence de 2023, il y avait plus de 1000 participants, en comptant les familles, les éducateurs, les intervenants.
Et il y avait 227 personnes charges. Donc, c'est assez incroyable. Là, on peut voir des photos. On peut voir des photos ici. Si on peut voir, est-ce qu'on peut voir? Oui, on peut voir des photos ici. Il y a vraiment un monde fou. Il y a un monde fou. C'est absolument incroyable. En plus, c'est organisé avec des temps de repas qui regroupent absolument tout le monde dans la même salle, là. Et c'est extrêmement convivial parce que ce sont des tables où chacun se met au hasard de quand il arrive, et ça permet de faire des discussions avec des gens absolument improbables, quoi. Donc c'est très bien. Et après, évidemment, il y a des ateliers pour les enfants, des activités, des animations pour tout le monde. Ce qui est flagrant dans cette organisation de conférences, c'est qu'il y a vraiment de la bonne humeur partout. On ne parle que de choses qui sont quand même assez dramatiques, et il y a quand même une bonne humeur extraordinaire. Donc, la conférence commence par une journée professionnelle avec des interventions spécifiquement accès aux professionnels, mais qui sont ouvertes à tous ceux qui sont intéressés. Donc la première journée, il y a eu une partie qui a été orientée sur la recherche clinique et scientifique. C'est ce que Véronique va développer dans la suite de la présentation. Et une partie qui touche tout le reste, éducation, adaptation, comportement, communication. Et puis c'est là-dessus qu'on va donner quelques exemples intéressants. Donc je passe le micro à Véronique. Merci beaucoup. Je voulais rajouter que si une famille veut y aller, le centre de référence maladies rares Praton, et on peut financer, parce que ça coûte cher quand même d'aller 3 jours ou 4 jours ou 5 jours à Orlando. Donc on a participé. C'est pas Sophie qui a payé tout le voyage et toute l'organisation. Donc je pense que c'est bien si un parent y va à chaque fois, parce que c'est vrai que c'est incroyable. La masse d'informations et d'expériences que vous pouvez... Donc, s'il y a des parents qui parlent anglais, c'est le seul problème, c'est que c'est forcément 100% en anglais. On est tout à fait d'accord pour que ce qu'a fait Sophie cette fois-ci soit renouvelé l'année prochaine, puisque c'est tous les 2 ans. Donc, moi, j'y étais pas, et j'ai la lourde charge de vous expliquer des trucs que je n'ai pas entendus moi-même et qui sont compliqués. Donc, on va essayer juste... En fait, pour vous montrer qu'il y a quand même, en France, on a fait de la recherche, on a fait de la recherche clinique, on a fait de la recherche moléculaire. Maintenant, il n'y a plus grand-chose, c'est comme ça, c'est des choix des équipes et des laboratoires. Pour que vous compreniez que là-bas, ça bouge. Alors, vous allez me dire, c'est encore c'est embryonnaire. Hein. Il ne faut pas tout de suite que vous vous disiez, ça y est, il va y avoir la thérapie génique dont je vais vous parler là. Mais quand même, hein, il y a des embryons qui, j'espère que on est à l'échelle d'une dizaine d'années, hein, pas moins, il peut y avoir quand même des avancées. Donc, quand vous aurez les diapos, faites attention que c'est des captures d'écran ou des diapos que j'ai complètement pompées de là-bas. Donc, ne vous dites pas, Véronique Abadi, elle fait du plagiat. C'est évidemment du plagiat puisque je n'y étais pas et que j'ai pris le lien que m'a donné Sophie avec tous les diaporamas de là-bas pour faire ce diaporama. Donc, c'est important. Donc, c'est Donna Martin, qui est une généticienne qui s'occupe de charges depuis toujours, hein, qui a donné quelques pistes hein, et quelques résultats préliminaires de thérapie génique. Pour que vous compreniez un petit peu la thérapie génique, vous vous souvenez hier, Marine vous a rappelé hein, à quoi ça sert CHD7, hein, parce que avant de comprendre un traitement, enfin avant d'imaginer un traitement, il faut comprendre à quoi sert le gène pour pouvoir imaginer sa dysfonction et donc retourner au patient, qui est d'abord un animal et ensuite éventuellement un humain. Et donc CHD7, sa fonction, c'est d'agir sur l'impaction de l'ADN. Elle vous a montré la double hélice. Cette double hélice, elle est impactée dans des nucléosomes, ces espèces de petits paquets de protéines qui maintiennent l'ADN coincé, impacté sur elle-même, sinon ça ferait 10 mètres de long un chromosome, hein, et comme on en a 46 dans chaque cellule, vous imaginez bien qu'il faut qu'il soit très impacté. Elle vous a dit aussi que, pour comprendre la suite, je suis désolée de ces bases pour que vous compreniez la suite, que l'ADN, c'est un alphabet qui va être transcrit en ARN, puis traduit pour faire une protéine. En fait, un gène tout seul, ça sert à rien, un gène. Un gène,
c'est un plan de travail pour fabriquer une protéine. Et c'est la protéine qui va être l'actrice du système. Et donc CHD7, c'est une protéine qui est représentée par ces petits zizi violets et jaunes, puisqu'une protéine, c'est quelque chose qui a des domaines, donc qui a une forme dans l'espace, avec une fonction de chacune des parties de cette protéine. Et donc, chez les enfants qui ont une mutation génétique dans le gène, CHD7, ils vont avoir une protéine qui va être l'ouvrier, il va être trop faible, absent, coupé, enfin pas fonctionnel ou mal fonctionnel. Et à quoi elle sert, cette protéine CHD7 ? Elle sert à débobiner l'ADN pour que les gènes qui sont sur le brin d'ADN puissent s'exprimer. Et donc, quand il n'y a pas CHD7, l'ADN, elle reste tout embobiné comme ça, et donc il n'y a pas expression de ce qu'il faut pour que l'embryon se développe bien. Vous comprenez ? C'est une protéine qui agit sur la conformation de l'ADN. Et pourquoi il y a autant d'organes atteints ? Parce que ce phénomène, il se produit dans beaucoup de familles de cellules. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'organes atteints. Et pourquoi les organes sont plus ou moins atteints en fonction des enfants ? C'est-à-dire que c'est pas CHD7 qui fait tout. CHD7, il agit sur ce qu'on appelle une cascade d'événements. Et en fonction de comment sont les autres gènes chez l'enfant, les gènes qui sont en aval, c'est-à-dire qui vont être stimulés par, il va y avoir un résultat plus ou moins important sur l'organe. C'est un peu compliqué, mais j'espère que vous me suivez. Alors, ça aussi, j'ai pas pu le traduire, mais c'est évident. En fait, comment est-ce que la boucle scientifique, elle consiste par identifier une maladie, donc un syndrome, des familles éventuellement, découvrir un gène. Le gène, il produit une protéine. Cette protéine, on va l'analyser chez les animaux. Ça va permettre de voir quelle est sa fonction dans la structure de l'embryon, sa fonction dans le fonctionnement du cerveau, par exemple. Et du coup, de pouvoir, à partir si on a compris quel était le défaut de production, on arrive éventuellement à trouver soit des médicaments, soit des façons de modifier le gène pour réparer un petit peu et revenir ensuite, des années après, au patient pour qu'il puisse en bénéficier. Alors, pour ce qui est le calendrier de toute cette succession, je vous fais en une diapo ce qui se fait en 40 ans pour le syndrome Charge. C'est ce que je vous ai dit hier. Hall et Pagon, c'était 79-81. Et puis ensuite, le gène, c'est il y a 20 ans. Les animaux... Pas beaucoup de temps après, parce que c'est assez facile de fabriquer des animaux avec des gènes. Mais ensuite, la thérapie moléculaire, ils ont mis 29, je ne sais pas pourquoi 29 plutôt que 30 ou 31, mais enfin, c'est pour vous dire qu'on est quand même à une échelle qui n'est pas dingue, qui est une échelle qui est à 10 ans. Alors, comment est-ce qu'ils ont avancé ? Ils ont avancé avec un petit camarade très sympathique des généticiens qui s'appelle le poisson zèbre ou le zébrafiche. Alors, pourquoi c'est un petit camarade sympathique ? C'est parce que d'abord, il se reproduit très facilement. Ensuite, il est transparent, donc on voit très bien les organes à travers. Et ensuite, il a une activité. C'est un petit poisson sympathique qui bouge plus ou moins dans le bocal. Et donc, on peut analyser non seulement sa structure, mais aussi son mouvement. Donc, c'est avec ce poisson zèbre qu'ils ont d'abord compris la formation cardiaque. Et puis, quelque chose qui est plus intéressant, parce que vous allez me dire, la formation du cœur, elle se forme à 5 semaines intra-utérin. Donc, à part faire de la thérapie génique sur l'embryon de 3 semaines, je ne vois pas très bien comment est-ce qu'on va pouvoir agir. Et vous avez raison, c'est un des problèmes de ces pathologies structurelles, c'est que c'est tellement en amont dans la grossesse que c'est difficile d'y agir. Mais il n'y a pas que ça. Et ça, c'est intéressant, c'est-à-dire que CHD7 agit aussi sur un certain nombre de neurones, et en particulier ce qu'on appelle les neurones GABAergiques. Vous savez que dans les neurones, vous avez des neuromédiateurs, c'est-à-dire de la chimie qui passe dans les câbles des nerfs et qui sont excitateurs ou freinateurs pour la synapse et pour l'organe d'aval. Eh bien, ils ont montré chez le poisson zèbre que CHD7 agissait sur ces neurones GABAergiques qui sont des neurones qui sécrètent un neuromédiateur inhibiteur.
Et que donc, les poissons zèbres qui n'ont pas CHD7, ils sont plus excités dans le bocal, hein, et que quand on les soigne, parce que on a été ensuite chez la souris, parce que bref, je vous le fais court, ils ont montré qu'il y avait une molécule qui s'appelle l'éphédrine, qui est un truc qui existe, hein, chez l'humain, qui est une molécule sympathomimétique. C'est un truc qui speed. D'ailleurs, c'est connu pour une drogue. Hein, les gens sont addicts à l'éphédrine parce que ça vous booste le cœur, etc. C'est évidemment un médicament qu'on ne peut pas donner, mais c'est pour vous montrer quand même qu'il y a un petit espoir, hein, qu'il puisse y avoir des médicaments intelligents pour les troubles du comportement, au lieu de donner des sédatifs ou des neuroleptiques ou je ne sais pas quoi. Il y a peut-être là une voie un peu plus intelligente pour essayer de choisir les bons traitements. Ensuite, la thérapie génique, ça peut marcher sur des cellules qui se renouvellent. La structure du cœur, quand c'est mal formé, on n'y peut rien. En revanche, il y a des choses sur l'oreille, parce que la cochlée, c'est une structure avec un certain renouvellement. Et donc, il y a un travail, il s'appelle Paten, le type, je crois. Paten, qui a fait plusieurs conférences là-bas, pour montrer que d'abord chez la souris et ensuite chez le cochon d'Inde, il y avait possibilité, par une thérapie génique, c'est-à-dire d'injecter le gène via un virus en fait qui infecte la cellule, mais c'est un gentil virus, donc on s'en fout du virus, mais il met le bon gène dans la cellule et ça reconstitue les cils dans l'oreille interne. Donc, petit espoir de thérapie génique pour l'audition. Troisième truc de recherche, ça vous intéresse un peu moins, c'est pour le diagnostic. C'est que Marine Legendre vous a dit hier qu'il y avait un certain nombre d'enfants qui n'étaient pas mutés dans le CHD7. Et donc, ils ont montré des nouveaux gènes candidats pour expliquer un charge clinique qui n'était pas muté dans le CHD7. Bon, voilà, ça fait partie des choses qui sont encore en cours quand on n'a pas d'identification diagnostique. Voilà, je vous laisse digérer ça pendant que Sophie vous parle de choses plus accessibles. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'était partagé en deux parties, cette journée professionnelle. La partie recherche clinique et scientifique et la partie plutôt éducation qui concerne tous les gens qui s'occupent des enfants charges, y compris les parents. Donc, moi, là, j'ai retenu l'intervention de quelqu'un qui s'appelle Lieberman, qui a fait énormément de travaux sur l'importance de l'éducation physique, du sport, sur le devenir et la bonne intégration des enfants charges. Donc, elle a montré l'importance de l'éducation physique qui était toujours complètement sous-estimée parce que, bien sûr, on s'occupe d'autres choses avant. Ensuite, elle a montré que c'est un atout pour acquérir une meilleure qualité de vie, que les enfants sont malheureusement trop souvent dispensés et donc elle incite à vraiment faire le forcing pour que les enfants puissent participer à l'école et dans leur centre à toutes les séances d'éducation physique. Et donc évidemment, ce dont elle a parlé, c'est comment choisir le choix de l'orientation. Ça ne veut pas trop dire grand-chose, mais le choix des endroits où on va mettre nos enfants, soit des écoles, soit des instituts médico-sociaux, soit des crèches. Donc, elle insistait bien sur l'importance de ce choix qui, après, va jouer sur comment va se faire la prise en charge. Bon, après, le problème, c'est qu'on n'a pas souvent un choix énorme, donc on fait avec ce qu'on a. Ensuite, elle a mis en évidence que les enfants handicapés, ils voulaient presque toujours des équipements qui soient les mêmes équipements que leurs collègues non handicapés peuvent utiliser. Et donc ça, c'est ce qu'elle appelle le concept d'universalité, et c'est aussi très intéressant. Donc elle a fait au moins une dizaine de livres, hein, voilà, que vous pouvez retrouver sur Internet. Et dans tout ça, quand même, il y a le fait que le rôle des parents dans le développement moteur des enfants est primordial et se fait évidemment en parallèle des prises en charge. Donc je pense que c'est la fin de cette petite présentation et qu'on repasse au médical. On l'a fait dans l'ordre chronologique. Alors ensuite, il y a eu un gros topo sur le carrefour. Bon, j'allais dire c'est moins innovant, mais c'est
intéressant de voir comment ce qu'il le regarde, ces problèmes de fausses routes, de difficultés respiratoires, etc. Donc, elle a réexpliqué. C'est une ORL de Cincinnati, je crois, qui voit énormément d'enfants en charge dans une structure globale dont je vous parlerai dans 2 secondes. Donc, elle a redit les nerfs crâniens, la gêne respiratoire, la laryngomalacie, les fistules trachéo-ésophagiennes éventuellement, la trachéotomie elle-même qui peut gêner la déglutition. Donc, beaucoup de difficultés de swallowing, d'avaler et d'inhalation, et que c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger du tout chez les petits, avec une bonne clinique, et puis différentes explorations, que ce soit une petite caméra souple pour aller regarder où est-ce que ça va, est-ce que l'enfant fait des fausses routes ou pas, parce que c'est vrai que souvent ils ont une hyposensibilité du larynx, donc on a l'impression qu'il graillonne gentiment et qu'il ne se passe pas grand-chose, et en fait la salive descend dans la trachée, et c'est pas du tout bon pour le poumon. Le poumon, on n'en a qu'un pour toute la vie, donc il faut quand même le préserver et le soigner. On peut aussi faire ça en radiologie, ça s'appelle un radiocinéma de la déglutition, mais c'est un peu plus irradiant. Et bien sûr, faire le bilan pulmonaire des fausses routes éventuelles. Alors, comment est-ce qu'on peut traiter ça ? Eh bien, il faut essayer de protéger au maximum le poumon pour attendre que ça s'améliore seul, puisqu'il y a une amélioration spontanée. Donc, traiter le reflux, parce qu'il y a ce qu'on avale, mais il y a aussi ce qui remonte et qui repart dans le mauvais trou. Et en plus, comme c'est acide, c'est plus toxique encore pour le larynx et pour la trachée que l'alimentation ou la salive elle-même. Donc, le reflux, je vous ai mis une image de chirurgie de Nissen, dont que vos enfants ont peut-être subi, donc cette chirurgie qui permet de faire une valve anti-reflux, et puis les médicaments anti-acides. Et puis, assez vite, la sonde nasogastrique, dont on sait que chez l'enfant charge, ça va durer plusieurs mois ou années, on l'enlève parce qu'elle est irritante, elle les gêne. Donc, la gastrostomie, c'est vrai que c'est dur pour les parents, mais pour l'enfant, c'est un confort nettement supérieur. Et donc, assez vite, dès qu'on voit que l'enfant passera pas à la cuillère et qu'il sera pas sevré dans les 6 premiers mois de vie, c'est raisonnable de passer à la gastrostomie. Il faut essayer de protéger le poumon, c'est-à-dire vacciner les enfants. Vous savez que depuis l'année dernière, il y a le Beyfortus. Les parents de bébés de moins d'1 an, il faut qu'ils aient tous le Beyfortus, qui sont des anticorps contre le virus respiratoire de la bronchiolite. Ça a révolutionné notre hiver dernier. On a eu beaucoup moins de bronchiolite. Bon, bien sûr, après, c'est trop tard parce qu'on le croise tous, le VRS, et qu'on n'a plus besoin de ça. Mais pour les moins de 2 ans, c'est utile. Et puis, essayer de trouver ne pas arrêter l'alimentation complètement si on peut, mais trouver vraiment la bonne texture, la bonne position, de façon à ce que l'enfant puisse continuer à manger par la bouche pour pas complètement oublier, mais pour pas mettre en danger ses poumons. Donc il y a une ligne de crête là qui est pas facile, et les ORL qui font des fibros ou les médecins qui s'y connaissent peuvent vous aider. Et puis vous avez le bon sens de savoir. Alors pour ceux qui ont vraiment des fausses routes, ça c'était intéressant parce qu'on l'utilise pas en France et je voudrais voir ce que c'est. Pour ceux qui vraiment font des fausses routes et qui abîment leurs poumons, qui bavent, qui crachent et qui sont très gênés par la production de salive, ici on utilise le scopoderme, mais ça dessèche les sécrétions et souvent ça colle et c'est difficile. Ils ont un médicament, le glycopyrrolate, que je connaissais pas, Robinul, donc je vais voir ce que c'est, qui doit quand même donner des effets de sécheresse buccale, parce que c'est des médicaments qui réduisent la production de salive, donc forcément qui sèchent un peu toutes les sécrétions. Et puis vous savez que dans les cas où ça ne marche pas ni l'un ni l'autre, on peut injecter du botox dans les glandes salivaires parce que ça empêche, ça relâche les muscles qui font contracter les glandes salivaires, donc ils ont moins de salive dans la bouche. Et puis si vraiment ça dure des années, mais c'est très exceptionnel chez les enfants charges, on peut enlever les glandes salivaires, mais elles sont utiles dans la vie, donc c'est très rare. Voilà. Et puis traiter les bronchites avec des aérosols, des antibiotiques, de la kiné, etc. Et puis assez vite quand même s'occuper orthophonique, pas pour le réflexe du moins de 4 mois à 5 mois, mais ensuite mobiliser, faire prendre conscience que ce soit frais, que ce soit chaud, et puis ensuite s'occuper des dents et de la bouche, comme a dit
Lisa hier. Ils ont fait une session entière sur les risques anesthésiques, donc ça vous concerne pas beaucoup, sauf quand même, le message, c'est que les risques anesthésiques, ils sont importants chez ces enfants et ils durent. Et ça a été le cas d'Émilie quand elle a été opérée plus vieille, que le risque, il continue d'exister, donc il faut faire attention. Et ils ont fait, Kim Blake, la Canadienne dont je vous ai parlé hier, a fait une étude sur les accidents post-op chez les enfants charges, donc c'est un truc qui dure toute la vie. Et il y a eu une petite communication là-dessus. Ils ont fait un truc qui me fait rêver, mais c'est pour ça que je vous le montre, qui est une espèce, ils appellent ça l'aérodigestive team. Donc c'est tout un groupe de gens qui s'occupent de tout ce qui tourne autour de voies aériennes et voies digestives. Ça n'existe pas en France. On est soit ORL, soit gastro, soit pédiatre, soit autre chose. C'est comme soit sourd, soit aveugle, mais pas les deux. Et donc, ils ont fait un truc à l'américaine, quoi. C'est monstrueux. Vous avez un bâtiment entier. Et il y a maintenant 50 centres d'aérodigestive team aux États-Unis. Donc, ils ont la force de leur nombre. Alors, pour repasser à du plus soft, éducation, comportement, communication. Il y avait énormément de personnes qui s'occupent de la prise en charge des personnes charges, et donc les sessions étaient en parallèle et très très riches. Donc, le résumé, c'est que ce qui a été mis en évidence, c'est que le choix de l'orientation crèche-école est fondamental. Qu'ensuite, il faut absolument mettre en place des stratégies de communication et de sociabilisation, sachant que j'ai bien mis un S exprès, c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir qu'une seule stratégie de communication. Plus il y en a, mieux ça vaut, et ça ne gêne pas du tout à l'acquisition du langage français, si on veut que ça soit le langage français, le moyen de communication favorisé. Ensuite, ce qui a été mis en évidence et qui se passe exactement pareil chez nous, c'est le problème de la formation des éducateurs et des intervenants. On a des enfants qui sont des enfants des jeunes adultes et des adultes qui ont de tels besoins que trouver des éducateurs et des intervenants qui ont la bonne formation, c'est difficile. C'est mieux qu'avant, mais c'est toujours un petit peu difficile. Et ensuite, que tout se fait par jeu et par groupe, en groupe, et que c'est encore comme ça la meilleure façon de progresser. Donc, ce qui était mis en évidence aussi, c'est que si tous ces items-là que je viens de lister ne sont pas bien traités et qu'on n'a pas fait les bons choix, c'est là qu'on risque d'avoir des problèmes d'anxiété, de comportement et de diagnostic. Donc, le deuxième jour, il y a eu une session importante sur l'anniversaire des 30 ans de la Fondation avec le bilan de tout ce qui a été fait. Donc, je vous passe ça, mais c'est quand même assez intéressant de participer à un événement comme ça. Et ensuite, ce qu'il faut souligner, c'est le nombre de sessions privées jeunes adultes qui ont eu lieu. Donc, il y a eu des sessions privées jeunes adultes et il y a eu des sessions privées aussi frères et sœurs, de façon à ce qu'ils puissent échanger sur leurs problèmes plus ou moins intimes ensemble. Alors, j'ai pris quelques interventions que je trouvais particulièrement intéressantes, arbitrairement, hein. Donc là, c'est Murphy et Kling. Comment les déficits sensoriels impactent le développement moteur et l'équilibre. Donc, d'une façon générale, comment ça peut impacter le rapport au corps. Donc, c'est pas trop mon domaine, mais à force d'écouter toutes les personnes que j'écoute, hein, je crois que c'est acquis maintenant qu'il n'y a pas 5 sens, mais qu'il y a 7 sens, parce qu'il faut rajouter aux sens normaux la proprioception et l'équilibre dû au vestibule. Et que tout ça, ça fait des tas de signaux qui doivent transiter jusqu'au cerveau de façon à piloter les choses. Et que je crois que ça s'appelle un petit peu de l'intégration sensorielle. Donc voilà. Et que le développement moteur dans le syndrome charge, il est largement impacté par ces déficiences sensorielles et que on est témoin de retard dans la plupart des cas. On a des enfants qui ont des retards d'acquisition de la position assise, de la position de ramper, de marcher. Et que tout ça, en plus, ça se fait avec un problème d'équilibre
qui est due au système somato-sensoriel, à la vision et au vestibule. Donc leur conclusion, qu'on ne peut pas lire à cause du bandeau, c'est que là, ce qu'il faut absolument essayer de faire intégrer aux enfants et aux autres après, hein, c'est la confiance dans son équilibre. Plus ils auront une confiance dans leur équilibre, plus ils pourront être sereins. Ensuite, il faut leur apprendre à tomber, il faut leur apprendre à gérer eux-mêmes cet équilibre, et que tout ça, ça prend un temps fou, il faut leur apprendre à être patient, ce qui est très difficile, et être patient, très très patient nous-mêmes. Alors un petit mot sur l'intervention de quelqu'un sur la vision, qui a insisté sur le fait que l'acuité visuelle n'était pas tout, que ce qui était absolument primordial, c'était la vision fonctionnelle, et que celle-ci pouvait être optimisée grâce à des prises en charge adaptées, et qu'il faut aller surtout pas oublier l'importance du couplage entre fonction vestibulaire et vision. Donc, ce qui fait qu'on peut croire que les choses sont acquises, hein, et puis s'il y a un événement qui fait que la vision se dégrade, par exemple, ça met en l'air tout l'équilibre, toute la rééducation vestibulaire qui avait été faite. Donc après, je voudrais vous parler de l'intervention de B. Foster sur l'importance du mouvement. Alors ça, c'est son titre, mais en fait, mon titre à moi, c'est « Comment évacuer le stress et comment avoir une bonne relation corps-esprit grâce au mouvement, à l'activité physique et à la gym, aux choses comme ça, quoi. » Donc, ça a été montré que tout ce qui est activité physique, ça permettait de décharger le stress, d'exprimer ses émotions, de communiquer et surtout de connecter son corps et son esprit. Donc ça, c'est typiquement des choses que Tim et David Brown exploitent depuis longtemps. C'est dur à comprendre pour des parents qui débarquent un peu. Donc, je pense que ça fait pas de mal de faire une petite redite. Alors, David Brown, comme je sais que Véronique a encore beaucoup de transparence, je vais faire vite. Il va parler, mais il parle énormément. Il a une expérience extraordinaire d'au moins 40 ou voire plus années. Et voilà, moi, ce que j'en retiens, c'est que si les sens ne fonctionnent pas, donc les 7 en question, le cerveau ne reçoit pas les bons signaux et donc ne fonctionne pas correctement. Donc ça veut dire que nous, les parents, on doit le savoir, et qu'on doit leur faire confiance à ces enfants. Ils ont leur cerveau qui ne fonctionne pas comme les autres. C'est très déroutant. On a envie de mettre plein d'étiquettes. On a envie de solutions magiques. Mais en fait, il ne faut pas. Il faut leur faire confiance. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, ensuite, ce qu'il faut aussi intégrer, c'est que les personnes qui ne sentent pas leur corps sont souvent en surstimulation. Et que ça, la surstimulation, au bout d'un moment, ça fait de la fatigue, de l'énervement, et des troubles du comportement. Hein. Donc, voilà. Donc, je ne veux pas charger la barque. Donc, tout ce qui est vestibule, tonus, fatigabilité, anxiété, vision, audition, tout ça, c'est vraiment très important. Une dernière chose, c'est une intervention d'une étudiante de Tim, qui est maintenant travaille à son compte, qui était un questionnaire et une recherche sur l'apparition de l'anxiété dans les personnes qui ont le syndrome Charge. Donc, elle a fait une étude sur 3 groupes, des enfants ados, des adultes non communicants, mais en faisant répondre les parents. Donc, elle a mis en évidence que pour ces 3 groupes, la fréquence des bouffées d'anxiété était à environ 30% supérieure à 1 fois par jour. C'est-à-dire que 30% des personnes charges, 1 fois par jour, ils ont une bouffée d'anxiété. Et ça, il faut absolument le savoir, en prendre en compte, être tolérant, patient, parce que ça peut expliquer la nervosité, l'instabilité, les incompréhensions, les douleurs, voilà. Un petit truc sur le développement de la communication. Donc, on sait évidemment qu'il y a en communication, il y a un émetteur et un récepteur, mais ce qui a été mis en évidence, c'est qu'il faut bien intégrer, c'est que émettre, les enfants charges souvent peuvent se débrouiller pour émettre
dans des bonnes conditions, ils peuvent se débrouiller pour émettre. Ils font une acquisition d'un moyen de communication et ils peuvent émettre. Par contre, l'inverse, non, c'est le contraire. Très souvent, ils arrivent à être récepteurs, c'est-à-dire qu'ils comprennent ce qu'on leur dit, ils comprennent même très très bien, quels que soient les moyens de communication, mais qu'en revanche, ils ne sont pas capables d'être des émetteurs assez compatibles avec la vie normale, et donc il faut vraiment leur laisser du temps. Voilà pour la suite. Ensuite, Kim Blate a fait une intervention sur tout ce qui est la complexité du fonctionnement de leur tube digestif pour des choses plus médicales. Alors ça, c'est un truc qu'il faudrait qu'on fasse avec la SOS. Elle a créé et s'est publié une checklist de surveillance toute vie entière, avec tous les organes, tous les âges, et on coche si on l'a bien fait ou pas fait. C'est pareil idiot, c'est un peu ce qu'on appelle le parcours de soins dans le PNDS qu'on a fait. Mais je trouve que le côté visuel comme ça et coloré est très simple, hein, puisque c'est sur une feuille A4. C'est un truc intéressant qu'il faut qu'on essaie de traduire tout simplement pour le faire ici. Alors, les problèmes digestifs dans le charge, il y en a beaucoup, hein, puisque vous savez qu'il peut y avoir des problèmes anatomiques au niveau du larynx, fonctionnels au niveau du larynx, pareil au niveau de l'œsophage, pareil au niveau de l'estomac. Et ce qui est un petit peu moins connu, parce que ça, c'était très connu, la partie haute du tube digestif, c'est la partie basse, avec des enfants qui ont trouble de la motricité intestinale qui peut être plus globale, hein, l'intestin grêle et même le côlon. Donc le reflux, tout le monde le connaît et le sait, il faut vraiment le traiter, il ne faut pas le négliger, parce que c'est vrai que c'est désagréable, et donc les antiacides, il ne faut pas hésiter à s'en servir, même si maintenant on dit l'inexium, c'est pas bon parce que ça modifie la flore, oui c'est vrai, mais le reflux grave, c'est aussi très gênant, donc il ne faut pas hésiter, il y a d'autres médicaments si ça ne suffit pas. Elle a insisté donc sur deux choses qui sont un petit peu moins connues, qui sont la motricité intestinale basse et les déséquilibres du microbiote intestinal, avec en particulier la constipation, qui est plus fréquente chez les enfants charges que chez les autres, parce que ils ont souvent une alimentation, quand elle est artificielle, qui est moins riche en fibres, hein, on le disait l'autre jour, qui est moins hydratée, peut-être ils bougent un petit peu moins, et donc il faut s'en occuper, parce que c'est une petite cause d'inconfort, hein, mais qui peut s'additionner à d'autres causes, et du coup, quand ils sont énervés, on ne sait pas pourquoi, il faut être sûr qu'il n'y ait pas de douleur colique, et ne pas hésiter à leur donner, en plus de l'hydratation, de l'exercice, régime riche en fibres, qu'on peut tout à fait passer par une gastrostomie. On n'est pas du tout obligé de donner un régime semi-élémentaire. On peut donner des aliments normaux, des fruits et des légumes par une gastrostomie. Leur donner du Forlax tous les jours pour qu'ils ne soient pas constipés. La microbiote, là, je l'ai pas traduit. À juste titre, hein, on sait que la fameuse flore intestinale, la microbiote intestinale, c'est un truc assez à la mode en médecine. On sait qu'elle est modifiée par des tas de facteurs initiaux dans la vie, le mode de naissance, est-ce qu'on a été allaité par sa mère ou pas. Donc, notre flore intestinale, elle se met en place au début de la vie, et c'est vrai que beaucoup de ces enfants ne sont pas allaités. Elle est modifiée par les antibiotiques. Ces bébés ont quand même très souvent des antibiotiques. Et ensuite, elle est modifiée par la motricité de l'estomac et de l'œsophage, hein, et du tube digestif. Donc, il est probable qu'ils aient une microbiote, et donc elle est en cours de recherche pour savoir s'il y aurait une relation entre le profil de toutes les bactéries intestinales de ces enfants et soit leur douleur, soit leur confort ou leur développement. C'est des choses qui sont en cours de recherche. Elle a fait un petit flyer sur les migraines abdominales. Elle est très branchée troubles neurovégétatifs, vous allez voir après. Alors, les migraines abdominales, c'est un truc qui existe, hein. Les migraines peuvent donner chez l'adulte des migraines, et chez les enfants, chez les enfants jusqu'à l'âge adulte, ce qu'on appelle des vomissements cycliques. C'est le même phénomène vasomoteur de vaisseaux qui se dilatent et qui se contractent, soit dans la tête, soit dans le tube digestif. Et les migraines abdominales seraient plus fréquentes chez les enfants charges que chez les enfants ordinaires. Et donc, ça pourrait expliquer des accès de douleurs abdominales, de vomissements, d'intolérance alimentaire plus fréquentes que chez les enfants ordinaires. Donc, ils ont fait
un petit flyer, un petit pamphlet, comme il dit, c'est un faux ami, pour expliquer ça aux parents, parce qu'elle est très convaincue que oui, ça en plus, le zébrafiche, il sert aussi à la motricité intestinale. Vous savez, le poisson zèbre, il sert à tout. Elle est assez convaincue qu'il y a des problèmes de régulation neurovégétative chez ces enfants, plus fréquents que chez les autres. Qu'est-ce que c'est le système neurovégétatif? C'est le système nerveux qui agit sans votre volonté. Le fait que votre cœur bat, le fait que vos poumons se soulèvent ou pas, que votre tube digestif bouge ou pas, que vos vaisseaux se dilatent ou pas, quand vous avez chaud, quand vous êtes ému, enfin, toute cette usine intérieure qui fonctionne sans que vous en ayez le contrôle volontaire, fonctionne sur un équilibre sympathique-parasympathique. Le parasympathique, ça freine, le sympathique, ça accélère, si on veut être très schématique. Et elle a observé qu'il y avait chez certains enfants charges des vraies dérégulations de ce système sympatho-parasympathique, notamment une petite fille qui était très gênée parce que chaque fois qu'elle changeait de position, elle avait des malaises, des accès d'augmentation de la fréquence cardiaque, baisse de la tension artérielle, accès de pâleur, etc. Et donc, elle dit qu'il faut faire attention parce que ça peut être parmi les petites gâchettes qu'on cherche toujours pour savoir pourquoi ils sont énervés ou pourquoi ils vont pas bien ou pourquoi ils se dégradent. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de l'ordre des symptômes de dysautonomie, comme on dit. Et donc, ça se diagnostique en faisant soins à Holter, en enregistrement cardiaque, en mettant les gens sur une table comme ça et en mesurant la fréquence cardiaque et la tension en verticale, en horizontale, la tête en bas, la tête en haut. Donc, c'est assez facile de faire le diagnostic. Et elle a fait un questionnaire parmi 31 patients charges et elle conclut que 40% des patients de cette série auraient ce type de symptômes. Elle dit qu'entre 1%, c'est sous la bande. C'est assez fréquent dans la population générale quand même. Enfin, en tout cas, que ce serait beaucoup plus fréquent chez les enfants et les patients et les ados surtout, parce que c'est beaucoup des grands qui peuvent avoir ça quand ils grandissent. Donc, c'est pas inintéressant de le savoir pour pouvoir voir un petit peu est-ce que ça existe chez vos enfants et si ça existe, qu'est-ce qu'on peut faire contre? On peut essayer de repérer les triggers quand ils ont chaud, quand ils changent d'une pièce, quand ils n'ont pas assez bu, quand ils sont un peu déshydratés parce qu'ils mangent pas assez de sel, quand ils restent trop longtemps debout, etc. Donc il y a plusieurs petits trucs que vous pouvez éventuellement remarquer dans leur vie qui provoquent ces symptômes. Et puis ensuite, il y a des traitements médicamenteux si vraiment ça les gêne de façon régulière. Et là, elle a fait part d'un truc qui est très expérimental, mais qui a marché. C'est cette adolescente qui était très, très gênée par une stimulation vagale, c'est-à-dire une électrode qui a stimulé son vague de façon à ce qu'elle puisse réguler. Bon, ça, c'est quelque chose qui est très étroit comme indication, mais je trouvais que c'était intéressant, cette vision du système neurovégétatif avec des résultats de cette stimulation du vague très positifs chez cet enfant très handicapé et très gêné avec des troubles du comportement qui étaient mal compris. Je crois que c'est le dernier slide, ce coup-ci. Donc ça, c'est Lenny Deno qui a fait une présentation sur 10 stratégies pour promouvoir des comportements positifs. Entre parenthèses, positif, ça ne veut rien dire, donc de bien-être, d'équilibre pour les enfants charges. Donc évidemment, elle a commencé par expliquer que le comportement, ça vient de l'interaction de la personne avec son environnement et aussi de son observation des autres, la famille, la rue, l'école. Après, elle a mis en évidence que le comportement, il est contextuel, c'est-à-dire que chaque enfant a le sien. Ensuite, les enfants charges, elle dit que les enfants charges ont besoin d'un cadre et de prévisibilité et que tout leur prend plus de temps, qu'il faut être très patient. Donc ça, c'est un petit peu les bases de ces observations sur des dizaines d'années. Et donc, elle finit avec ces 2 petites colonnes, le positif et le négatif. Donc le positif, c'est être cohérent. Il faut dire la même chose tous les jours, sinon on les perd, nos petits et nos grands. Aussi, elle recommande d'être positif, c'est-à-dire d'essayer de parler sur le mode positif, dire à la personne, à l'enfant, ce qu'il faut faire et non ce qu'il ne faut pas faire. Essayer de ne pas être toujours dans l'interdiction de voilà. Et aussi d'essayer de présenter des alternatives pour que l'enfant arrive à faire son chemin tout seul.
Alors ensuite, elle dit qu'évidemment, il faut un mode de communication adapté et des mots et des idées simples et directes. C'est-à-dire que quand on est énervé, des fois, on part dans des tirades et c'est très, très, très mauvais pour le rapport avec son enfant. Et ce qu'elle dit, c'est que si vous êtes dans une situation où vous êtes tellement excédé que vous ne savez plus quoi dire, ben, ne dites rien. Voilà, moi je trouve ça pas mal. Ensuite, ce que j'ai adoré, c'est n'essayez pas de persuader votre enfant d'avoir un comportement conforme. N'essayez pas de ça, n'espérez pas non plus que vous allez trouver quelqu'un qui va pouvoir y arriver. Donc c'est un petit peu ce qu'elle a dit avant, c'est-à-dire par rapport à ce qu'on voudrait ce qu'on voudrait amener l'enfant à faire, eh ben c'est pas avec des tirades compliquées et des raisonnements logiques, hein, je dis ça pour les gens hyper logiques, c'est pas des raisonnements logiques qui vont l'empêcher d'avoir les réponses qu'il a à ce qui le dérange. Voilà. Ensuite, pour elle, ce qui est absolument à éviter, voire à bannir, c'est les punitions et les châtiments. Il faut le dire une fois, hein, voilà. Parce que, je répète, on est soumis, nous les parents, à des stress extrêmement importants et que on peut être amené à déraper des fois. Et donc, elle recommande très fortement de faire attention parce que ça peut avoir des effets terribles tels que l'évitement, les réponses trop émotionnelles, l'agressivité. Donc, j'ai trouvé que c'était intéressant. Et après, il y a eu des tonnes de questions là-dessus. Donc, ce qu'elle dit, c'est que les punitions, ça n'apprenne pas un comportement alternatif. Que ce qu'il faut, c'est essayer d'expliquer le comportement alternatif quand il n'y a plus la crise et quand tout le monde est calme. Ensuite, ne pas chercher à croire en des solutions magiques. C'est pas parce que on franchit une porte d'une spécialité de quelque chose ou qu'on prend un médicament X que les solutions vont se bousculer et que ça va tout résoudre. Donc ne pas croire aux solutions magiques, ne pas se donner d'excuses, ne pas donner des excuses à ceci ou à cela. Donc voilà, c'est ce qu'elle recommande et je pense que c'est pas facile à faire, mais on peut essayer d'y penser. Voilà. Alors, en conclusion, c'est une conférence donnant une très grande place aux enfants. Vous les avez vus, ils courent partout dans les couloirs. Aux récits de parents, il y a des tas de petits ateliers où les parents racontent leurs histoires. C'est une grande importance au réseau de parents par région, aux groupes de jeunes adultes, aux groupes de frères et sœurs et au partenariat école-famille. Bon, ça, c'est sans doute à cause du système américain où c'est faisable. Bon, mais c'est peut-être quelque chose qu'on pourrait essayer de travailler, un partenariat école-famille. Voilà. Je